Bonjour à toutes et à tous et bienvenue surtout à cet entretien avec la docteure Claire Fourcade autour des soins palliatifs et de fin de vie organisé par la chaire de recherche Antoine Turmel sur la protection juridique des aînés. Je me présente, Anne-Marie Savard. Je suis professeure à la faculté de droit de l'Université Laval et j'ai le plaisir de diriger cette chaire de recherche sur la protection juridique des aînés depuis maintenant 3 ans et demi. Avant de présenter notre conférencière et de débuter notre échange, je vous explique brièvement le déroulement de l'activité. Dans un premier temps, je vais m'entretenir avec la docteure Fourcade pendant environ 45 minutes à 1 heure, à la suite de quoi nous procéderons bien sûr à une période d'échange et de questions. Et à ce sujet, vous pouvez tout au long de la présentation, si vous le désirez, déjà commencer à écrire certaines de vos questions dans le fil de discussion si vous le souhaitez, ou alors on procédera à l'aide de l'emoji, enfin à l'aide de l'émoticône qui est prévu à cette fin dans Zoom pour lever la main virtuellement si vous le souhaitez. Donc, la coordonnatrice de la chaire que je présente, Mme Anouk Payet, qui m'accompagne aujourd'hui et que je remercie, donc prendra les tours de parole et les questions également sur le fil de discussion. Finalement, petite consigne d'usage pour assurer le bon déroulement de l'activité. Je vous demanderai de bien vouloir éteindre vos microphones, bien sûr, pour cette activité. Merci beaucoup. Bien, maintenant quelques mots au sujet de notre invitée, la docteure Claire Fourcade est médecin coordonnateur du pôle de soins palliatifs de proximité de l'hôpital privé du Grand Narbonne dans l'Aude, en France. Ce pôle comprend une équipe mobile de soins palliatifs, un accueil de jour de soins palliatifs et de soins de support et un service autonome regroupant 12 lits de soins palliatifs. Claire Fourcade a été présidente de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs de 2020 à 2025 en France et est actuellement membre du conseil d'administration du groupe de réflexion en Occitanie pour les soins palliatifs. Elle est également l'auteur de plusieurs ouvrages et de nombreux articles dans la presse nationale, régionale et médicale sur le thème des soins palliatifs. On la suit notamment sur LinkedIn avec toutes ses activités, bien sûr. Et son ouvrage le plus récent, intitulé Journal de la fin de la vie, l'état, la mort et le tragique, a été publié aux éditions Fayard en 2025. J'ai eu la chance de l'avoir en cadeau de Noël pour ma part lors de Noël dernier. Donc, voilà pour la présentation. Commençons dès maintenant. Docteur Fourcade, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation de la chaire de recherche Antoine Turmel sur la protection juridique des aînés. Bonjour et merci à vous de votre invitation surtout. Merci beaucoup. Alors, je commencerai peut-être avec quelques questions autour de votre parcours et de votre vision personnelle des soins palliatifs. Vous avez commencé votre carrière en voulant faire de la réanimation néonatale, ce qui n'est pas banal, puis vous avez basculé, vers les soins palliatifs après un stage en oncologie. Qu'est-ce qui vous a fait changer de cap et vous orienter plutôt vers l'autre extrémité de la vie, bien sûr? Je suis certaine, je ne suis pas la première à vous poser cette question, mais je pense que ça peut être intéressant de commencer par là. Alors d'abord, quand j'ai commencé mes études de médecine, je connaissais absolument rien. J'avais jamais mis les pieds dans un hôpital depuis l'âge de 6 ans où j'avais choisi d'être médecin. Mais voilà, donc j'arrivais avec plein d'idées, mais peu de réel. Et à la fois, le fait de faire un stage en réanimation néonatale et de voir que c'était une médecine extrêmement technique, et à l'inverse, de passer après en oncologie, et puis surtout, plus marquant que ça pour moi, dans un service qui accueillait des patients atteints de sida, dans lesquels j'ai découvert une autre façon d'aborder la relation de soins entre les patients et les soignants, puisque c'était juste le début des trithérapies. Et donc, la médecine était très impuissante, et par contre, on avait des patients jeunes et extrêmement bien informés, et du coup, une relation de soins qui était très différente de ce que j'avais connu avant dans mes études, avec une relation dans les CHU français qui reste quand même très pyramidale. Et donc, c'était principalement, je pense, la modification de la relation de soins qui a été pour moi une découverte et vraiment l'envie d'approfondir cette question-là. Très bien, merci beaucoup. J'ai appris justement en poursuivant votre parcours que vous avez suivi une formation en soins palliatifs à Ottawa de 1990 à 1992. On en a discuté lors de l'entretien préparatoire. Qu'est-ce qui vous a marqué justement dans l'approche canadienne des soins palliatifs à l'époque? Est-ce qu'il y a des éléments aussi que vous avez ramenés dans votre pratique en France depuis le début des années 90? Absolument, ça a changé entièrement. Je pense que toute ma vie professionnelle a été modifiée par cette expérience. C'était un peu le hasard. C'est mon mari qui travaillait à Ottawa et à l'époque en France, il y avait très peu de formation aux soins palliatifs et donc pour moi, c'était une vraie opportunité et donc je l'ai saisie avec plaisir. Mais ce que j'ai découvert à cette occasion-là, là aussi,
peut-être au-delà même des soins palliatifs, c'était vraiment ce travail horizontal en équipe, c'est-à-dire qu'une équipe, c'est des adultes qui mettent ensemble des compétences dans un objectif commun, ce qui n'était absolument pas le mode de fonctionnement que je connaissais en France. Et du coup, c'est ce qu'on a essayé de construire après avec l'équipe dans laquelle je travaille depuis 25 ans. C'est un mode de relation différent et de travail différent, et ça fonctionne. Et je pense que si j'avais pas fait cette expérience-là, si j'avais pas découvert ça, j'aurais peut-être pas eu l'intuition, l'idée ou su comment ça pouvait se mettre en œuvre. Mais c'est parce que j'avais vécu cette expérience-là au Canada que je savais que c'était possible et que donc ça valait le coup d'essayer. Et donc je pense que c'est vraiment un bouleversement majeur entre ce que j'avais reçu dans ma formation médicale et puis ce que j'ai pu après construire avec d'autres dans l'équipe dans laquelle je travaille, qu'on a construit à partir de rien au départ, et donc en partant de ces bases-là. Et donc ça a été une expérience tout à fait fondatrice pour moi. Ouais, c'est pas rien, vraiment, merci. Je vous Donc, remercie. un mode de fonctionnement plus horizontal et peut-être un peu moins hiérarchique. On entend Avec souvent ça, effectivement. une remise en question du pouvoir Oui. médical beaucoup plus ancienne et du coup, enfin pour moi extrêmement intéressante parce que je trouve que un des nœuds, on va sûrement en reparler, du soin, c'est la question de la relation de soin et Tout à de fait. relation qui est asymétrique et de comment on arrive à la rendre le moins asymétrique possible. Et donc voilà, c'était de le voir vivre. Ça a été pour moi quelque chose qui a changé profondément ma manière d'envisager la médecine. Très intéressant, merci. On a un peu la même vision dans le monde académique, quand je vous en parlais également, entre la façon dont on fonctionne ici au Québec sur le plan universitaire et en France, c'est un peu différent, quoique ça tend un peu à changer aussi dans ce domaine-là. Maintenant, quant à votre vision des soins palliatifs, en 2014, l'Organisation mondiale de la santé a défini les soins palliatifs comme suit, et je me permets de citer au long, la définition est relativement longue, pardon, et je pense qu'elle est importante pour voir éventuellement s'il n'y a pas des éléments qui ont été extraits au fil du temps de cette définition. Donc, l'OMS les décrit comme suit: une approche visant l'amélioration de la qualité de vie des personnes et de leurs familles vivant une situation associée à une maladie avec pronostic réservé à travers la prévention, le soulagement de la souffrance et par l'entremise de l'identification précoce, l'évaluation adéquate et le traitement de la douleur et des problèmes physiques, psychologiques et spirituels associés. J'aurais envie de vous demander deux questions. D'abord, qu'est-ce que vous pensez de cette définition-là? Et est-ce que vous ne trouvez pas qu'elle témoigne d'une orientation qui tend peut-être vers une spécialisation des soins palliatifs qui pourrait surtout contraster avec la conception initiale qu'on en avait, du moins qu'en avaient les pionnières de ce type de soins, comme par exemple celle prônée par l'infirmière et médecin britannique Cicely Saunders à la fin des années 1960. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une espèce de contraste ou une orientation plus spécialiste vers les soins palliatifs? Est-ce qu'il y a quelque chose qui manque, à votre avis, dans cette définition? J'aurais envie de vous entendre là-dessus. Alors, je pense pas qu'on puisse dire qu'il manque parce que le problème, c'est justement, il me semble, dans ces définitions, quand on veut essayer de tout dire, on fait des choses qui sont très bavardes et qui ont du mal à avoir de la cohérence. Et donc là, je pense que dans cette définition, chacun peut prendre un peu ce qu'il veut en fonction de ses orientations. Si on prend la fin, on va être plutôt technique, mais si on prend le début, l'amélioration de la qualité de vie, ça peut être quelque chose au contraire, quelque chose qui démédicalise. Pour améliorer la qualité de vie, il faut souvent enlever un peu de médecine. Et donc voilà, je pense qu'on peut prendre un petit peu ce qu'on veut, et c'est un peu la difficulté de vouloir être exhaustif. Donc moi, j'y vois pas vraiment d'opposition, mais par contre, c'est sûr que je suis, à titre personnel, je suis plus tentée de prendre tout ce qui concerne. Moi, je dis toujours que les soins palliatifs, c'est pas la médecine de la fin de vie, c'est la médecine qui accompagne la vie avec une maladie grave. Et donc, parfois pendant longtemps. Et donc, cette expérience qu'on fait là où je travaille, d'avoir un hôpital de jour, qui est soins de support et soins palliatifs. Donc, on accueille des patients qui sont en suivi de traitement d'oncologie et puis des patients qui sont en soins palliatifs. Et c'est volontaire de les accueillir ensemble dans un accueil collectif. Ça fait 10 ans maintenant et ça permet des soins palliatifs extrêmement précoces. L'ensemble est orienté entièrement sur l'action de la qualité de vie et donc dans un lieu qui est le plus démédicalisé possible et où il y a beaucoup de thérapies non médicamenteuses. Et donc, c'est possible, y compris très tôt dans la maladie. Et donc, je trouve que cette orientation autour de la question de la qualité de vie est vraiment essentielle
pour traduire la philosophie du soin de C.C. Saunders, c'est-à-dire que la maladie fait pas souffrir seulement physiquement, mais elle fait souffrir dans beaucoup de dimensions. Et si on veut être attentif à toutes ces dimensions, on a besoin de s'y mettre à plusieurs, on a besoin de travailler en équipe, on a besoin de construire une relation de confiance avec les patients et donc de la débuter tôt. Si on attend la fin de vie, et moi je dis aussi souvent que les soins palliatifs, c'est pas la mort moins le quart, mais c'est la vie et demie. Et donc, si on attend la mort moins le quart, ben, on va pas beaucoup avoir le temps de construire quelque chose avec les patients. Et donc, il y a un vrai enjeu pour moi de cette durée. Et donc, je pense que cette définition, elle essaye de traduire ça. Mais c'est vrai qu'on peut aussi y lire le soulagement de la douleur, le soulagement des symptômes, et donc aussi quelque chose qui peut être beaucoup plus dans la technique. Et puis, je pense qu'on est en soins palliatifs toujours sur cette une ligne de crête qui est aussi de ne pas laisser souffrir. Et donc, à la fois, on a la responsabilité d'être compétent pour être capable de soulager, parce que quelqu'un qui a mal, tout le reste sera inaudible. C'est pas la peine de proposer de la sophrologie ou d'hypnose à quelqu'un qui est envahi par la douleur. Donc, on a aussi la responsabilité d'être compétent pour le traitement des symptômes. Mais après, je dirais que c'est juste le socle qui permet ensuite de laisser de la place pour d'autres choses. Merci beaucoup. En fait, oui, je pensais peut-être aussi à une évacuation un peu des souffrances spirituelles un peu dans cette définition-là, parce qu'on sait que justement les pionnières des soins palliatifs ont voulu un peu remettre la mort au cœur de la société pour en faire moins un tabou que ça n'a pu l'être auparavant. Donc, il y a peut-être cette dimension-là qui, je trouvais, était un peu plus absente de la définition de l'OMS. Je ne sais pas si vous me suivez là-dessus. Alors, c'est en plus particulièrement je dirais, comment dire, enfin, peut-être un peu plus complexe encore chez nous avec les questions de laïcité, qui sont des questions très prégnantes et donc parfois qui conduisent à vouloir éliminer le spirituel au nom de la laïcité, ce qui est une lecture fausse de la laïcité, mais qui est parfois une tentation. Et en même temps, on voit à quel point c'est un besoin, puisque chez nous, il y a tout un travail qui se met en place, et je pense dans la suite des pays anglo-saxons, sur la question de la souffrance existentielle. Et donc, en fait, les souffrances spirituelles, elles reviennent, si on les chasse par la fenêtre, elles reviennent, enfin par la porte, elles reviennent par la fenêtre. Et donc, il y a un philosophe là qui soutient une thèse à la fin de au mi-avril sur la question de la souffrance existentielle, une énorme thèse de 5 kilos et demi. Donc, on voit bien que c'est un vrai sujet, un vrai sujet aussi. Et donc, je crois qu'il y a une tentative d'essayer d'entendre l'ensemble de ces dimensions de la souffrance et de ne pas éliminer les dimensions plus existentielles ou spirituelles qui sont indispensables si on veut pouvoir accompagner les patients. Je pense que vraiment les soins palliatifs, au-delà d'être une technique de soins, il y a de la technique, mais c'est quand même d'abord pour moi une philosophie. C'est ça qui met cette discipline à part des autres disciplines médicales. La cardiologie n'est pas une philosophie. Enfin, en tout cas, bon, je suis pas cardiologue, je voudrais pas risquer de me faire. Euh, mais enfin, il me semble en tout cas que c'est ce qui différencie les soins palliatifs du reste de la médecine, c'est qu'il y a vraiment une conception philosophique de l'être humain, de la vie en société. Et c'est pour ça, moi, je dis aussi souvent que les soins palliatifs, c'est l'avenir du soin. En fait, c'est une réflexion sur le soin en général. Pas seulement, on a commencé par la fin de vie parce que c'est là que la place était à prendre, mais il me semble qu'on gagnerait à tout ce qu'on on sait de ce que peut faire le fait de travailler en équipe, de ce que tout ça, il y en aurait besoin de ce que peut faire l'écoute, de ce que peut faire l'attention à toutes les dimensions de la souffrance. Il y en a besoin tout au long de la vie et tout au long du soin et pas seulement en fin de vie. Merci infiniment. C'est exactement là où je voulais vous amener, peut-être entre une opposition entre la technique du soin et la philosophie du soin. Et là, vous l'avez dépeinte à merveille, à mon sens. Merci. Le titre de votre premier livre, publié chez Bayard en 2011, était éloquent. Mille et une vies en soins palliatifs. Ils ne sont pas en fin de vie, ils sont en vie. Pouvez-vous nous expliquer ce que ça signifie concrètement dans votre pratique quotidienne, cette expression, ce titre que vous avez choisi pour votre premier livre en 2011? Alors, c'était il y a longtemps, j'étais peut-être plus jeune et j'avais moins formulé ou formalisé ma réflexion. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est le message que j'avais déjà envie de faire passer, c'était l'idée que les soins palliatifs, c'est pas seulement la fin de vie. Et puis surtout, ce qui me paraît plus important et encore important maintenant, c'est qu'il n'y a pas une catégorie particulière. Les gens en fin de vie ne sont pas une catégorie. Et ça, je trouve que c'est très important parce que dans le débat public et dans le débat politique, on a l'impression qu'il y a vraiment une catégorie des gens en fin de vie. Alors le mot encore pire pour moi, c'est mourant, un mot que j'emploie jamais, comme si tout d'un coup on n'avait plus les mêmes besoins
que le reste de la population. Or, moi, mon expérience m'a appris maintenant depuis 25 ans que les besoins de l'être humain, ils restent les mêmes tout au long de la vie jusqu'à la fin de la vie. On a besoin d'aimer et d'être aimé, on a besoin d'être regardé et de pouvoir regarder, on a besoin de compter pour les autres et de pouvoir compter sur les autres. Et ça, c'est vrai à tous les moments de la vie. Et donc, je trouve qu'il y a un vrai travail à faire pour nous à ne pas considérer que tout d'un coup, il faudrait des besoins spéciaux, des lois spéciales et une organisation spéciale pour les gens en fin de vie. Je pense que si déjà on arrive à soutenir la vie jusqu'à son terme, c'est déjà une ambition, une grande ambition. Merci. Et vous en avez parlé, les soins palliatifs, et chez nous, c'est une réflexion qu'on commence à mener de plus en plus, puis on cherche à inculquer un changement de culture sur les soins palliatifs, notamment pour les voir intégrer de plus en plus précocement dans la trajectoire de soins palliatifs des personnes qui vivent avec, par exemple, un cancer et qui peuvent vivre très longtemps, justement, avec cette maladie. Donc, on tend même à les rapprocher avec les maladies chroniques, hein, parce que les maladies chroniques, même chose. Donc, est-ce qu'il y a ce même courant-là aussi en France de vouloir les Absolument. intégrer? OK, d'accord. Absolument. Et cette expérience dont je vous parlais de l'hôpital de jour qu'on a monté il y a 10 ans, il y avait vraiment cette volonté-là. On essaye de construire. Alors, c'est intéressant parce que je travaille donc à Narbonne, qui est un département rural, qui est le plus pauvre de France, ce que la plupart des gens ignorent. Et donc, on Hum. a des gens en situation de précarité importante, mais en milieu rural, c'est une précarité qui est souvent moins visible, qui se repère pas facilement. C'est très différent de ce qu'on peut imaginer par exemple, la banlieue parisienne avec de la précarité qui est plus liée à la migration ou à l'exil. Mais là, nous, on a des gens qui sont souvent dans des situations de grande vulnérabilité sociale ou économique. Et donc, c'est important parce que ça veut dire que ce qu'on a construit à Narbonne, moi, je dis toujours, si c'est possible chez nous, c'est possible partout. Parce qu'on était à l'endroit où ça devrait être le moins possible. C'est un désert médical, enfin, a priori, ça devrait être complexe, or c'est possible. Et l'idée pour nous était de construire des parcours pour les patients dans lesquels il y ait le moins de rupture possible. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé une seule équipe qui intervient à la fois à l'hôpital de jour, à l'équipe mobile, c'est-à-dire dans l'établissement ou à domicile, et puis dans le service d'hospitalisation, avec l'idée que pour les patients, de rencontrer les mêmes visages, de ne pas être obligé de re-raconter sa vie à un autre psychologue, à une autre assistante sociale, de réexpliquer pourquoi on a ces difficultés-là ou pourquoi on fonctionne comme ça. Ça permet aussi, quand on est dans le service d'hospitalisation, de se rappeler que ce patient-là, à son domicile, il est tout seul, il est isolé dans un village, il est loin, et donc ça va être compliqué. Enfin, voilà, ça permet de connaître les patients de façon plus globale. L'hôpital de jour, le fait qu'on ait choisi de mettre à la fois de l'oncologie et des soins palliatifs, ça permet de prendre en charge des patients parfois très tôt, puisqu'il y a des patients d'oncologie qui ne sont pas du tout en soins palliatifs et qui donc qui vont être suivis pendant un temps, puisqu'on a besoin de la qualité de vie quand on est en suivi de traitement, c'est des traitements lourds et agressifs. Ce travail sur la qualité de vie est important aussi. Et donc ces patients, quand ils vont mieux, quand ils vont bien, ils sortent du dispositif et les autres vont rester mais sans qu'à aucun moment on passe une porte. On ne change pas d'endroit, on change pas, il n'y a pas de seuil, on ne passe pas en soins palliatifs. Les gens viennent et certains vont continuer de venir, certains vont arrêter ou espacer, mais ils restent suivis au même endroit. Les groupes de patients, on a 8 patients chaque jour, ils sont ensemble, ils mangent ensemble, préparent à manger ensemble et mangent ensemble, et personne ne sait qui c'est qui est plutôt du côté soins de support ou qui c'est qui est du côté soins palliatifs, et ça n'a pas du tout d'importance. Et puis, le fait de venir à l'hôpital de jour, ça va permettre ensuite, si à un moment il y a quelque chose qui est compliqué, de dire, bah là, vous pourriez rester quelques jours en hospitalisation, et comme ça, on fera le point sur ce symptôme ou sur cette difficulté, ou bien vous pourrez souffler, ou votre famille pourra souffler. Et donc, ça permet de tisser la relation, de construire un espèce de filet de sécurité qui permet de suivre les patients tout le long de la maladie. On a un patient actuellement qu'on suit depuis 10 ans, un patient qui est arrivé avec un cancer du poumon et des métastases cérébrales avec une espérance de vie de 15 jours, il y a 10 ans, qui est actuellement à Tahiti, dont il compte revenir en bateau, avec un t-shirt sur lequel il y a écrit « Les soins palliatifs, ça m'a sauvé la vie ». Et donc, voilà. Et on a beaucoup de patients qu'on suit depuis plusieurs années. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant parce qu'avec ces patients-là, on a construit ce qu'on appelle, nous, des discussions anticipées. Plutôt que des directives anticipées, c'est-à-dire qu'en se connaissant depuis longtemps, ça permet d'adapter au fur et à mesure les soins et l'accompagnement aux besoins du patient. On a une file active importante de patients atteints de SLA, maladie de Charcot, puisqu'on est dans une zone où l'incidence est très élevée.
Et donc, on a toujours une file active assez importante de patients. Et là aussi, ces patients-là, en les suivant, si possible, le plus près possible du diagnostic, ça permet là aussi, à chaque embranchement de la maladie, d'accompagner leur choix, aller plus loin ou s'arrêter, et de s'adapter et de continuer à les accompagner, quel que soit leur choix. Et donc, je trouve que cette construction d'un dispositif où il y a le moins de rupture possible me paraît vraiment essentielle. Et donc, voilà, c'est possible. Il y a d'autres lieux qui font ça, mais c'est chez nous vraiment une réflexion sur ce sujet-là aussi. Pardon d'avoir été un peu longue. Je vous en prie, donc un parcours moins haché, beaucoup plus linéaire et surtout des soins palliatifs de manière beaucoup plus anticipée. Parce que chez nous, c'est vrai, on a encore cette idée, cette conception selon laquelle on parle d'une personne en soins palliatifs. Ah, c'est la fin de vie. Michel Sarrazin, vous savez, c'est l'unité, enfin la première Oui, bien maison qui a sûr. été créée au Québec, vous connaissez très bien. Donc, alors que ce n'est pas ça et ce n'est pas que ça. Ça peut être évidemment ça, mais ce n'est pas que ça. Bref, je m'arrête ici parce que sinon, on s'en sortira jamais. Mais merci beaucoup pour ces passages-là. Donc, je passerai maintenant à la deuxième partie de l'entretien en discutant surtout de la pratique concrète des soins palliatifs et les vulnérabilités surtout des personnes qui en bénéficient. Donc, dans votre clinique à Narbonne, je vous demanderai quels sont les principaux besoins, les besoins les plus pressants que vivent vos patients en soins palliatifs. Alors, je dirais peut-être, je ne sais pas si eux l'identifieraient comme un besoin, mais moi, en tout cas, c'est le fait d'être écouté. Je suis très frappée de voir le nombre de patients qui disent, ah, docteur, c'est la première fois que quelqu'un m'écoute. Et je trouve ça dramatique qu'il faille arriver avec une maladie grave et avancée pour être écouté pour la première fois, avoir le temps. Et donc, je pense que quand les patients arrivent, si on leur posait la question, c'est probablement pas la première demande qu'ils auraient parce que je pense que souvent, ils n'imaginent même pas que c'est possible. Mais avoir une consultation pendant laquelle on peut rester pendant 1 heure ou 1 heure et demie s'il y a besoin, sans regarder sa montre, même si nous, on sait qu'après, ben voilà, il va falloir imbriquer les choses. Mais en tout cas, le fait de pouvoir prendre du temps me paraît quand même le premier besoin parce que c'est en prenant le temps qu'on arrive à être ajusté en fait dans l'accompagnement qu'on propose. Si on n'a pas de temps, il y a des sujets dont il est difficile de parler. Moi, j'essaye toujours de dire aux patients, ou en tout cas de le faire sentir par la façon dont on travaille. Enfin, je dis je, mais c'est l'ensemble de l'équipe, qu'on n'a pas peur de parler de ce qui les préoccupe. C'est ce qu'on dit beaucoup à nos internes, là, nos étudiants en médecine de dernier cycle qui sont chez nous. C'est voilà, on n'a pas peur de parler de ce qui vous inquiète, de ce qui vous préoccupe, de ce qui compte pour vous. Et donc parfois, ça va être des préoccupations sociales, parfois médicales, mais en tout cas, on est disponible pour en parler. Et ça nécessite une organisation à la fois de l'emploi du temps, mais même, je trouve, des lieux, des locaux. Par exemple, dans le bureau de l'hôpital de jour, on n'a pas de table d'examen, on n'a pas de bureau. Il y a juste des fauteuils avec une petite table basse. Les patients s'assoient en premier là où ils veulent. Il n'y a pas une place pour le médecin et une place pour le patient. Et donc ça aussi, ça change la consultation et ça change les sujets qui sont abordés et la façon de les aborder. Et donc je dirais que le premier besoin, c'est d'avoir un endroit où on peut parler de ce qui préoccupe vraiment. Et parfois, c'est des petites choses. Moi, je dis souvent que ces petits cailloux dans la chaussure qui empêchent d'avancer, c'est pas toujours des choses énormes. Parfois, les sujets qui sont abordés, on a la vie qui est rendue pourrie par des petits trucs. Mais en tout cas, d'avoir un endroit où on peut parler de tout ça, ça me paraît essentiel. Et puis, d'une fois sur l'autre, parfois, ça va être des petites choses et parfois des choses beaucoup plus grosses. La semaine dernière, il y a un jeune patient avec une tumeur cérébrale qui est arrivé, qui s'est assis et qui m'a dit, docteur, j'ai une question. Je veux pas savoir quand je vais mourir, je veux savoir comment je vais mourir. Et donc, on est resté peut-être 1 heure et quart ou 1 heure et demie à échanger autour de ça. Et voilà, c'est des sujets compliqués sur lesquels c'est bien de pouvoir prendre du temps. Et je trouve qu'il me semble en tout cas que c'est cet espace-là qui est vraiment indispensable. Et là, je vous partage mon expérience, mais à l'hôpital de jour, la sophrologue va faire pareil, l'hypnothérapeute, l'art thérapeute, tous les intervenants, en fait, vont être dans la même philosophie. Et donc, ça permet aux patients de trouver aussi à qui il va se sentir à l'aise pour parler, peut-être pas du tout à moi, mais peut-être beaucoup plus à la socio-esthéticienne qui fait un massage des mains, et à qui ça va être plus facile et moins dangereux de parler qu'au médecin. Et donc, l'idée, c'est vraiment de rendre les choses possibles, en fait. Merci. En même temps, docteur Fourcade, il y en a qui vont vous dire, oui, mais voyons, vous savez très bien qu'on n'en a pas de temps, on n'a pas de ressources financières, on manque de tout ça chez vous comme chez nous. Donc, comment réussir à concilier ça? Parce que j'entends votre message et je comprends tellement que les patients ont besoin d'écoute et franchement, il faut le faire. Mais c'est vrai que vous connaissez aussi les contraintes dans lesquelles on Alors, travaille le système de santé.
En fait, voilà, je travaille dans les mêmes contraintes et financières et de temps, mais je pense que c'est aussi une question d'organisation du temps, parce que quand on a passé du temps avec un patient, qu'on est allé loin dans ce qui le préoccupe, les fois d'après, parfois, ça va permettre de dire, bah, aujourd'hui, j'ai moins de temps, je suis désolée, mais du coup, la dernière fois, vous m'aviez dit que, et de repartir plus vite sur le sujet, ou de pouvoir dire, bah, aujourd'hui, j'ai moins de temps, mais par contre, je repasserai tout à l'heure ou demain et on prendra un peu plus de temps. En fait, je pense que souvent, prendre son temps, à certains moments, c'est le gagner à d'autres. Et parce qu'on n'a pas besoin tous les jours de passer 1 heure et demie avec tous les patients. Mais en le faisant de temps en temps, ça permet après parfois de retrouver ce temps-là. Et en fait, je pense que ce qui compte, c'est de pouvoir faire du singulier, en fait. C'est de pouvoir essayer d'être disponible au moment où il y a besoin. Alors, on n'y arrive pas toujours, et parfois on le dit, mais je crois quand même que l'organisation peut y aider. Merci. Donc là, on parle beaucoup des patients, des patientes, mais il y a aussi évidemment l'entourage familial, l'entourage amical dans lequel ils s'insèrent, ces patients-là. Donc, est-ce que vous observez dans votre pratique des formes de pression, justement, soit de la part de la famille, de la part de la société, ou que sais-je encore, qui pèsent sur les personnes en fin de vie? Je pense notamment à la peur d'être un fardeau. J'imagine que ce sont des mots qui sont utilisés par vos patients, vos patientes, à la question du capacitisme dont on parle de plus en plus au sein de la société ou à d'autres messages sociaux qui peuvent influencer les personnes vulnérables. Est-ce que vous les entendez, ces problématiques-là? Alors, oui, et en même temps, je pense que je suis très favorisée de travailler là en milieu rural et aussi probablement dans un endroit où les gens ont eu souvent des vies qui étaient compliquées, où ils n'ont pas toujours tout maîtrisé dans leur vie. Et donc, il y a moins de révolte du fait de ne pas maîtriser parfois aussi la fin de vie. J'entends beaucoup plus mes confrères ou mes consoeurs qui sont dans des grandes villes ou en région parisienne évoquer ça plus souvent que ce que je le vis moi. Chez nous, les familles restent quand même très présentes, je trouve. Alors, elles sont souvent démunies, elles savent pas trop quelle place occuper, comment faire. Et donc ça, c'est vraiment notre travail de leur expliquer la place qu'elles peuvent prendre, de les accompagner là-dedans. Mais je trouve que globalement, elles sont assez présentes. Alors, on a aussi des patients qui sont relativement jeunes, hein. C'est assez différent, je pense, si on travaille dans le très grand âge. Mais quand même, et je trouve que ces familles-là, si on leur donne les moyens les explications, les clés pour comprendre ce qui se passe. Et si on prend du temps avec elles, elles vont être très présentes et très aidantes à la fois pour les patients et pour les soignants, hein, parce que d'abord, l'objectif, c'est que le patient il puisse passer le temps qu'il a à vivre avec les gens qu'il aime et pas avec les soignants. Et donc, l'objectif, c'est que ça puisse fonctionner. Enfin, je trouve que c'est notre travail à nous. Le conflit n'est pas une option. Et donc, faire en sorte que ça puisse fonctionner le mieux possible, je trouve que c'est notre boulot. Et puis, parfois, décoder avec les familles qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on observe, pourquoi on peut faire ces choix-là et discuter ensemble, c'est aussi un élément extrêmement important. Dans le bureau où je travaille, j'ai un grand mobile avec des oiseaux que j'utilise presque à toutes les consultations pour dire aux patients que voilà, on vit accroché avec plein de gens. Voilà, certains sont plus loin, d'autres sont plus près. Et quand on est malade, c'est comme si j'ai un petit poids, les poids qu'on utilise pour tenir les nappes, là, et j'accroche à un des oiseaux. Et donc, ça déstabilise tout le mobile. Donc, ce qui leur arrive ne leur arrive pas qu'à eux, mais arrive aussi à tous les gens avec qui ils sont en lien. Et ce qu'on voit très bien dans le mobile, c'est qu'il y a des oiseaux qui montent, des oiseaux qui descendent, des oiseaux qui s'écartent. Et donc, chacun réagit aussi à sa façon. Et donc, prendre le temps de décoder les réactions des uns ou des autres et de comprendre du coup, de pouvoir accepter l'idée que quelqu'un sur qui on pensait pouvoir s'appuyer n'est pas présent et qu'au contraire, quelqu'un de qui on était moins proche va être ajusté à ce moment-là. Ça permet de repérer et d'aider à construire des liens qui sont des liens qui aident et des liens qui libèrent. Et donc, je pense qu'il y a un vrai travail des soignants aussi d'accompagnement des proches. Et donc, oui, il peut y avoir des formes de pression. Et ce que j'entends, moi, comme pression, c'est plus, en tout cas, ce qu'on vit au quotidien, plus que des pressions, c'est la question de la souffrance des familles qui s'exprime parfois de façon forte. Et en particulier, je trouve que ce qui est compliqué, c'est la question des derniers moments de l'agonie, où souvent pour les familles, ça n'a pas de sens ce moment-là, et il faudrait que ça s'arrête. Et donc voilà, comment on accompagne, comment on peut être là. On peut pas donner du sens, mais comment on peut être là avec eux, comment on peut essayer de faire comprendre et de les associer à ces moments-là. Je trouve qu'il y a là un vrai défi.
Merci beaucoup. J'ai beaucoup aimé votre métaphore du mobile avec les petits oiseaux. Je l'avais pas entendu. Et donc, ce qui m'arrive à moi peut avoir des conséquences sur l'autre, évidemment. Ça me fait penser, évidemment, à toute la question de l'autonomie relationnelle et j'allais justement vous amener sur une prochaine question au sujet de l'autonomie. On se dirige tranquillement vers éventuellement intégrer dans notre entretien l'aide active à mourir et la conciliation avec les soins palliatifs. Donc, le concept de l'autonomie est évidemment énormément évoqué hein, comme valeur fondamentale qui doit présider les enjeux liés à la fin de vie dans nos sociétés contemporaines. Je décide quand et comment je souhaite mourir. Comment considérez-vous le concept de l'autonomie, justement, et qu'est-ce que vous pensez de ce concept et de son Alors, importance, justement, dans les questions liées aux soins de fin? alors, d'abord, souvent avec les patients, je leur propose une autre définition de l'autonomie. Pour moi, l'autonomie, c'est pas de savoir faire tout seul, c'est de savoir quand est-ce qu'on a besoin des autres. Et je trouve que quand on utilise cette définition-là de l'autonomie, ça permet de changer la relation parce que ce qui peut être vécu comme une perte d'autonomie, souvent le patient il dit ah ben, je perds mon autonomie parce que je sais plus faire ça et donc je pèse sur les autres, de lui dire mais en fait moi je n'identifie pas ça comme une perte d'autonomie parce que vous êtes capable de le repérer et de chercher des solutions. Et donc, quand vous sollicitez un proche ou quand on cherche avec l'assistante sociale comment on peut vous aider ou comment, c'est bien que vous avez repéré que vous avez besoin de quelque chose et ça, c'est être autonome. Je leur dis toujours que moi, je suis incapable d'acheter une voiture toute seule parce que ça m'intéresse absolument pas et que je suis très contente de pouvoir m'appuyer sur quelqu'un d'autre et pourtant, je me considère comme quelqu'un d'autonome. Et donc, voilà, et je pense que si on change le regard sur l'autonomie qui serait vraiment, pour moi en tout cas, alors ça, c'est vraiment quelque chose de personnel hein, que je vous partage, pas du tout quelque chose de général, mais en tout cas, pour moi, l'idée d'une société où chacun doit être autonome, responsable et maître de sa vie tout le temps, je pense que c'est un fardeau extrêmement lourd à porter pour tout le monde. C'est très difficile d'être tout le temps capable de tout à tous les moments. C'est une injonction qui est extrêmement difficile à tenir. Et en tout cas, moi, c'est pas la société dans laquelle j'ai envie de vivre. J'ai envie d'une société dans laquelle on prend soin les uns des autres. À certains moments, on est accompagné, à certains moments, on est accompagnant, et ça varie selon les moments de la vie. Au début, on est accompagné, puis on va être accompagnant, puis peut-être à la fin, on sera accompagné. Mais en tout cas, voilà, c'est ce partage et cet échange-là et ces mouvements-là de la vie qui me semblent pouvoir rendre possible la vie en société. Je trouve que c'est une société extrêmement dure, une société où on est convoqué à être autonome tout le temps. Et donc, voilà, j'ai de la difficulté à titre personnel avec ce concept-là quand il est envoyé à l'autre comme Une une injonction. injonction à être capable de se débrouiller tout seul et sinon il faut débarrasser le plancher parce que ça veut dire qu'on n'est plus capable et qu'on rentre plus dans les standards de performance qui sont attendus. Et Mhm. moi, j'aime qu'on puisse sortir des standards de performance. Donc voilà, une perspective davantage relationnelle de l'autonomie plutôt Oui, qu'une absolument. vision objective, rationnelle, libertarienne et même Ouais. voire ancienne. Donc, OK, d'accord, je comprends très bien, merci. Euh, Là, justement, on va rentrer la dernière, je dirais, perspective de notre entretien qui tend à comparer puis à voir justement est-ce qu'on a des préoccupations communes en France comme au Québec, étant donné que vous n'êtes pas sans savoir, je pense, que la France débat actuellement une proposition de loi sur l'aide à mourir. D'ailleurs, un vote solennel hein, est prévu à l'Assemblée nationale demain. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons devancé cet entretien aujourd'hui, parce que je pense que vous serez bien occupés demain toute la journée. Donc, au Québec, vous le savez, on a adopté la loi concernant les soins de fin de vie en 2015. Vous savez également qu'initialement prévu que pour les situations en fin de vie, on a progressivement élargi les cas d'admissibilité là, ici au Québec. Comment vous voyez, peut-être d'abord une question un peu plus progressive, là, comment vous voyez ces deux approches-là différentes de la fin de vie, celle des soins palliatifs et celle de l'aide que vous appelez chez vous en France active à mourir? Est-ce que c'est possible finalement que cohabitent dans une même société cette approche des soins palliatifs, mais aussi la présence et l'offre d'une aide active à mourir?
Alors, chez nous, on appelle aide à mourir. Elle est même plus active. Enfin, moi, je dis toujours que de l'aide à mourir, ça fait 25 ans que je fais ça. Hein, c'est mon métier. Même si j'aime mieux dire que je fais de l'aide à vivre, c'est aussi de l'aide à mourir. Donc, j'ai une grande expérience de ça. C'est la loi qui arrive chez nous, qui va être votée demain, est quand même très proche, je pense, de la vôtre. Hein. Il y a beaucoup de points communs. Alors, c'est difficile pour moi de me projeter dans est-ce que c'est possible, hein. Je pense que vous êtes tous beaucoup plus capables que moi de répondre à cette question, parce que en France, ce qui est sûr, c'est que ce que ressentent les acteurs de soins palliatifs, c'est majoritairement beaucoup d'appréhension avec cette idée de la coexistence. Alors chez nous, en plus, je pense qu'on a une culture du débat probablement un peu différente du Canada, et donc ça débat et ça bataille depuis maintenant un moment, au point que parfois, moi, j'aurais envie de dire, achevez-nous, terminez-nous, qu'on en finisse, tellement ça fait longtemps qu'on débat de cette question de manière extrêmement intense. Mais bon, il y a encore plusieurs phases. Hein. La loi, il va y avoir encore plusieurs lectures. Enfin, on a encore plusieurs étapes à franchir. Le vote de demain n'est pas un vote final. Mais en tout cas, donc le débat est très fort. Les soignants sont très mobilisés collectivement, pas seulement les acteurs de soins palliatifs. Hein. Il y a un collectif qui s'est mis en place depuis maintenant 3 ans et demi qui s'appelle Soins de vie et qui réunit une trentaine d'organisations professionnelles concernées par l'action de la fin de vie. Donc la gériatrie, l'oncologie, l'aptomologie, la réanimation, la néphrologie, enfin voilà, beaucoup de disciplines qui accompagnent la vie avec des maladies graves et qui donc sont très mobilisés, les infirmiers. Il y a vraiment une mobilisation collective autour de ces questions-là, justement avec l'interrogation, enfin en disant, voilà, pour nous, ça nous semble, au stade où on en est en France, être vraiment un embranchement. Soit on va d'un côté, soit on va de l'autre, avec une difficulté à voir comment on peut faire les deux en même temps, comment on peut choisir à la fois de répondre. Alors moi, j'entends très bien cette question-là, hein, comment on choisit entre répondre au plus grand nombre de gens qui sont souvent éloignés de l'action de la fin de vie, mais qui veulent être rassurés sur les conditions dans lesquelles elle pourrait se passer, sans faire peser le poids de cette réassurance sur ceux qui sont les plus fragiles et les plus vulnérables. Donc chez nous en France, depuis maintenant presque un an, il s'est monté un collectif qui s'appelle les éligibles, qui réunit des personnes qui sont donc éligibles selon qui remplissent les critères de la loi à venir. Si elle était votée, ils seraient éligibles pour demander l'aide à mourir. Et donc des personnes en situation de maladie, de handicap, en tout cas de grande fragilité, et qui disent, mais nous, on veut aussi pouvoir vivre dans une société qui ne nous dit pas, ben, vous, si vous voulez mourir, on est d'accord. Tous les autres, on leur dit non, mais vous, si vous voulez, on vous dit oui. Parce que forcément, ça a un impact sur la vie de ces personnes-là et sur la façon dont on envisage la vie et puis la capacité à vouloir exister. Et donc, il nous semble que voilà, l'impact est très fort. Donc, on a interrogé déjà 3 fois les acteurs de soins palliatifs. Donc, ça, c'est la SFAP qui a fait ça en leur demandant justement comment ils voyaient l'évolution avec donc ce qu'on ressort c'est vraiment beaucoup d'inquiétudes, une crainte des conflits, beaucoup de gens qui disent qu'ils quitteront leur poste, donc c'est une très grande réticence à l'idée de participer des procédures d'aide à mourir. Et là, on est en train de faire une consultation qui va se terminer le 15 mars, où on a proposé aux acteurs des scénarios en leur disant, voilà, si la loi passe, comment vous voyez la SFAP en 2035, qu'est-ce que vous imaginez, quelle doit être sa place, comment elle sera dans le débat public. Et donc, on va voir les résultats. Ce dont on est sûr, c'est qu'on a commencé il y a une semaine et qu'on a déjà plus de 2500 réponses, ce qui est très important. Hein. Donc, ça veut dire que les gens restent très mobilisés et très désireux de donner leur avis. Et ça va nous permettre de construire justement cet avenir-là et de voir comment les gens se situent. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une grande inquiétude des équipes de soins palliatifs, ça c'est sûr. Et donc là, pour nous, il y a un très grand intérêt pour ce qui se passe chez vous, et en particulier pour les travaux de recherche, parce que ce qui est quand même très frappant, c'est que la littérature est très pauvre dans les pays plus proches de chez nous, la Belgique ou les Pays-Bas. On a très peu de choses pour dire qu'est-ce que ça produit comme effet, alors que ça fait 20 ans que la loi est passée. Qu'est-ce que ça produit pour les familles, pour les proches, pour les soignants, pour la société, pour les soins palliatifs. On a beaucoup de témoignages, mais on a très peu de science. Et donc là, ce qui se passe chez vous est intéressant, avec du travail aussi, peut-être plus de recherche qui va être très important pour nous, pour essayer de comprendre et de voir où on va. Et puis, une particularité aussi peut-être que j'identifie du débat chez nous, c'est la position de la SFAP, donc la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, qui réunit l'ensemble des acteurs de soins palliatifs. Et ça, moi, je me suis rendu compte petit à petit avec des contacts internationaux que c'est assez rare. Il y a très peu de pays qui ont une seule
structure qui réunit l'ensemble des acteurs. Puisque dans la SFAP, il y a à la fois les professionnels et les bénévoles, il y a 9 collèges, dans le conseil d'administration, il y a plus de bénévoles que de médecins, il y a les infirmiers, il y a les kinés, il y a les psychos, il y a les travailleurs sociaux, il y a les directeurs d'établissement, et donc tout le monde travaille ensemble pour réfléchir ensemble. Et ça, je pense que ça donne une force aussi dans la parole publique qui est importante parce qu'on n'est pas séparé par profession ou par région ou et donc ça permet d'avoir une voix dans le débat public. Et donc on essaye que cette voix soit représentative. C'est pour ça qu'on interroge régulièrement l'ensemble des acteurs, qu'ils soient ou non adhérents à la SFAP, hein. Et d'ailleurs Mhm. propositions, enfin leurs demandes sont toujours tout à fait similaires. Mais en tout cas, c'est ça qui permet de porter la voix du plus grand nombre. Merci pour cette réponse détaillée. Puis vous l'avez mentionné, vous avez une culture en France qui est davantage de celle de l'ordre du débat, ce qu'on n'a pas eu beaucoup, hein. On a eu quand même, Ouais. oui, une commission qui a fait le tour du Québec, hein, qui a sillonné le Québec pendant 3 ans pour prendre le pouls des Québécois, pour savoir où on en était avant l'introduction de la loi concernant les soins de fin de vie. Mais on sentait une culture davantage consensuelle. Il y a eu très, très peu d'opposition chez nous. D'ailleurs, c'est même parti de la communauté médicale qui voulait être au premier plan. Donc, il y a vraiment, moi, quelque chose qui me fascine quand je regarde, quand je prends acte là, des débats et des oppositions qui se font sentir en France, c'est vraiment incroyable. En même temps, peut-être qu'on peut se dire que ça sera peut-être un rempart aussi, justement, pour protéger quand même l'approche des soins palliatifs que vous avez peut-être davantage chez vous que chez nous. En tout cas, ça sera à voir certainement, En mais tout cas, je pense, voilà, on va devoir penser ça collectivement. Je ouais. publie au mois d'avril un manuel de résistance. Donc, Ah oui, voilà, c'est très bien. pas pour faire de la résistance, mais pour être résistant, hein, sur Oui, comment justement on vit avec le cadre qui nous est donné. On est en démocratie, mais comment on fait avec? Et exactement. je pense que voilà, on va avoir ce travail-là nous aussi à faire, hein, même s'il est parfois difficile et douloureux. Et en tout cas, quand on avait interrogé les médecins, il y en a 25% des médecins de soins palliatifs disent qu'ils vont quitter leur poste. Et moi, je leur dis surtout ne partez pas. D'abord, Mais on a non, besoin c'est ça. de chacun de vous, et puis ne partez pas. C'est ensemble qu'on va construire quelque chose. Voilà. Mais Absolument. ce collectif est à la fois nécessaire et c'est un défi à construire. Tout cas, ça va être passionnant à suivre. Puis c'est vrai qu'on s'alimente un peu de part et d'autre parce que chez nous, vous savez qu'on est en train de chercher un peu les causes de cet C'est ça. engouement, entre guillemets, parce qu'on est à 7,9% des décès qui sont issus de l'aide médicale à mourir. Donc, c'est vrai que, et là, il y a justement un groupe de recherche qui se penche sur les causes. Qu'est-ce qui Eh oui, explique que le Québec, avec quand même seulement 10 ans, hein, il y a des pays qui ont fondé l'aide médicale à mourir, ou en tout cas, appelez-le comme vous voulez, bien avant nous et qui n'ont pas des taux comme ceux-là. Donc, c'est c'est intéressant de ça. voir comment ça que chez nous, il y a eu cette... bref, Et c'est pour ça que nous, on est très dans l'attente. Alors, ça oui, va probablement arriver un peu décalé par rapport au travail oui, législatif chez nous, mais en tout cas, c'est extrêmement important. Et ce que je trouve intéressant chez nous aussi, c'est la pluralité et la diversité des voix qui s'expriment. Parce que les exact. premiers, probablement, ont été les soignants, mais depuis, plein, des juristes, des philosophes, des patients, il y a enfin, vraiment, et des textes, il y a beaucoup de textes magnifiques qui ont été publiés. Enfin, c'est d'une richesse qui est vraiment, enfin voilà, le débat a eu lieu et celui qui veut Ah oui, s'informer, il a pu entendre des points de vue extrêmement différents et souvent de beaucoup de choses de très grande qualité. Donc ça, c'est un point positif absolument. Je suis dans le entièrement débat. d'accord avec vous. Tout à fait. Merci. Peut-être parler, je vois l'heure qui avance, du rôle de l'État, justement, et du cadre juridique. Le titre de votre dernier livre, je le disais tout à l'heure, évoque l'État, la mort et le tragique. Quel devrait justement être le rôle de l'État dans les décisions de soins de fin de vie? Parce que on entend souvent dire, ben moi, moi je peux décider, l'État a rien à voir là-dedans. Donc, est-ce que où se situe justement la frontière entre protéger les personnes vulnérables, mais aussi respecter l'autonomie individuelle? On a eu chez nous la décision Carter en 2015 de la Cour suprême, justement, qui visait à créer une espèce d'équilibre. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est le rôle de l'État de faire cela? Alors, chez nous, là, je pense qu'il y a un vrai point de différence. C'est que chez nous, personne ne dit c'est pas à l'État de s'occuper de ça. Tout le monde dit Monsieur le Président, je ne dois pas souffrir. Qu'est-ce que vous faites pour moi? Et donc Monsieur le Président a dit au début du débat qu'avec cette loi, on allait supprimer toute souffrance, ce qui me paraît une promesse difficile à tenir. Quel que soit le contexte. Et donc là, je pense qu'il y a une vraie différence du rapport à l'État
Nous, on reste quand même un pays très centralisé. Alors, pour ceux que ça intéresse, dans la collection Gallimard et dans les collections des tracts de Gallimard, il y en a un qui s'appelle L'idolâtrie de la vie de Olivier Rey, qui est absolument passionnant, parce qu'il décrit comment s'est construit en France cette dépendance à l'État. C'est 40 pages, c'est très court, mais c'est vraiment extrêmement, enfin, éloquent pour comprendre comment on attend de l'État chez nous qu'il résolve tous nos problèmes, quels qu'ils soient. Et donc, chez nous, dans les manifestations, on voit parfois ma vie, ma mort, mon choix, mon droit. Mais clairement, le sous-titre, c'est avec l'État, avec le médecin et le remboursement par la Sécu. Personne n'imagine que ça puisse se faire, par exemple, comme en Oregon, avec un système très autonome et où les gens se débrouillent tout seuls. Personne ne veut ça. Même la question autour du suicide assisté, de l'auto-administration, chez nous, on voit que on a essayé de mettre ça au départ, mais la majorité de parlementaires veulent venir au principe que c'est le médecin qui le fait parce que c'est mieux si c'est un tiers qui le fait et si ce tiers est missionné par l'État et si c'est l'État qui organise. Et donc, j'avais choisi ce sous-titre à mon livre parce que justement, la question de est-ce que l'État peut répondre à la question du tragique, il me semble qu'en promettant ça, il promet de ne pas y arriver. Et je trouve que pour moi, la loi est un cadre et on a actuellement, avec les lois Leonetti et Claes-Leonetti, dont j'ai souvent dit que pour moi, elles sont un trésor national parce que ces lois, elles fixent un cadre dans lequel, depuis 25 ans, je vois qu'on arrive à accompagner. Ce cadre nous permet d'accompagner et de tenir la ligne de crête entre ne pas laisser souffrir et ne pas faire mourir. C'est parfois compliqué, c'est parfois un peu vertigineux, mais quand même, elle fixe un cadre et à l'intérieur du cadre, c'est nous, les soignants, qui faisons le singulier. La loi est un message collectif. Elle ne peut pas être une réponse individuelle. Et je pense qu'il y a souvent une attente démesurée de la place de l'État parce qu'on attend des réponses individuelles. Or, la loi fixe seulement ou déjà un cadre collectif. Et pour moi, c'est important parce que ce cadre est un rempart pour nous. Ce cadre, il fait rempart à la souffrance. Quand la souffrance déborde, quand elle envahit, à un moment, il y a le cadre qui dit, ben voilà, dans ce cadre, voilà ce qui est possible et voilà ce qui n'est pas. Et donc, on fait avec ce cadre. Et donc, on fait l'expérience avec tous les soignants qui sont confrontés à l'action de la fin de vie, que le cadre actuel en France législatif nous permet d'accompagner les gens qui vont mourir. Il ne résout pas la question des gens qui veulent mourir, c'est-à-dire de gens qui ne sont pas à la fin de leur vie, mais qui veulent pouvoir choisir le moment de la mort. Ça, c'était un choix des parlementaires de ne pas répondre à cette question. Et donc, c'est ça qui est en discussion actuellement. Mais pour les gens qui sont en fin de vie, on ne manque pas de loi, on manque de moyens. C'est bien dit. Merci beaucoup. On approche de la fin de cet entretien, mais j'aurais envie de vous parler justement de la formation des professionnels. Comment en France on prépare les professionnels de la santé à accompagner la fin de vie? Puis est-ce qu'il y a justement des manques dans la formation actuelle qui pourraient expliquer ben, qu'on en est là ou en tout cas, j'aurais envie de vous entendre sur la formation donc des professionnels. Alors, c'est un manque énorme, hein, énorme, vraiment énorme, parce qu'on a un cadre législatif qui va tout à fait bien, mais sauf que il est mal connu, mal appliqué, y compris par les soignants. Il est mal connu de la population, mais il est aussi mal connu, malheureusement, de ceux qui seraient chargés de le mettre en œuvre. Et donc, quand il est connu et appliqué, il fonctionne, mais la plupart du temps, on voit bien comment tellement de gens sont confrontés à des situations qui auraient pu ou dû dans le cadre de la loi actuelle, être accompagnés différemment. Et donc, il y a un étudiant, enfin, j'ai participé au jury d'une thèse de médecine où un interne a interrogé l'ensemble des internes de sa promotion, donc qui avaient été formés, puisque chez nous en France, jusqu'en sixième année, on est dans une fac, et puis après on passe un concours et on peut changer de fac pour l'internat. Et donc il a interrogé l'ensemble des internes de sa promotion qui avaient été formés dans 26 facs différentes. Donc ça donnait un reflet assez précis quand même de la formation. Et donc la durée moyenne de formation sur les 10 années de formation entre douleur et soins palliatifs, les deux en même temps. La durée moyenne, c'est 7 heures. Donc voilà, c'est en sachant que chez nous, une infirmière sur 3 ans de formation, elle a 35 heures de formation à la douleur et aux soins palliatifs. Donc ça veut dire que les infirmières sont 5 fois mieux formées que les médecins, ce qui explique aussi que parfois elles soient tellement frustrées de l'incapacité des médecins à faire correctement le travail et que beaucoup de médecins se sentent démunis parce que sans surprise, à la fin de cette thèse, quand on interrogeait ces internes en leur disant est-ce que vous vous sentez prêt à accompagner des personnes en fin de vie, il y en a 85% qui répondaient non. Et donc, on voit bien qu'il y a un manque qui est extrêmement important et que là, on manque d'une vraie volonté politique. Et là, ça reboucle avec le tout début de notre discussion, c'est-à-dire que le fait que les soins palliatifs restent une discipline un peu rebelle et un peu anticonformiste et un peu hors système et qui refuse de rentrer dans le système,
mais qui a une position toujours un peu critique du système, de l'hypertechnicisation, du morcellement des patients, de soigner des maladies et pas des malades. Enfin, du coup, ça rend aussi difficile de rentrer dans les universités et de faire sa place et du coup d'avoir de l'espace pour former. Donc c'est un peu un défi auquel on est confronté. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut une vraie volonté politique pour arriver à changer cette question de la formation. On est entièrement d'accord, mais ça explique beaucoup, je pense que c'est un peu la Absolument. base, c'est un peu la base finalement, c'est le fondement des soins. Donc, Ouais. il manque de formation, donc c'est pas étonnant. Merci beaucoup. Alors, peut-être dernière question avant de passer à la période de discussion, d'échange avec l'auditoire qui est nombreux. Hein. Je précise qu'on a 72 personnes en ligne actuellement. Donc, si j'invite d'ailleurs, avant de me poser la dernière question à la docteure Fourcade, toutes celles et ceux qui auront envie d'écrire leurs questions à le faire dans le chat, passez-moi l'expression, dans le fil de discussion de Zoom, ou encore vous pourrez lever votre main et on se chargera de faire le tour de parole de tout le monde. Donc, peut-être pour terminer, j'aime bien finir par une question un peu, enfin, c'est pas drôle, mais peut-être un peu magique. En tout cas, si vous aviez justement une baguette magique pour transformer les soins de fin de vie en France ou ailleurs, quelle serait votre priorité absolue dans l'état actuel des choses? Alors, c'est dur d'en avoir qu'une, mais bon, chez nous, il y a la question de l'accès, hein, de l'accès aux soins, ça c'est sûr, parce que c'est 50% des patients qui auraient besoin de soins palliatifs qui n'y ont pas accès, donc c'est la première chose à résoudre. En construisant, ce que je vous disais tout à l'heure, des parcours sans rupture, ça me paraît important. Et puis quand même, le fond de ce que j'aimerais moi, c'est qu'on arrive à étendre cette philosophie des soins palliatifs au-delà de la question de la fin de vie, mais à l'ensemble du monde du soin. Eh bien, merci beaucoup, beaucoup, docteur Fourcade, pour cette parole, cet échange aussi.